Parfait, nous allons pouvoir démarrer notre conférence arrêté des comptes. Alors je vois que la salle la salle virtuelle continue à se remplir. Bien évidemment, c'est avec plaisir qu'on accueillera les participants au fur et à mesure. Donc, pour me présenter, je suis Franck Gledel, je suis associé chez PKF Arcelon et j'ai l'honneur d'introduire aujourd'hui notre seconde conférence arrêté des comptes sous le nom de PKF Arcelon, notre nouvelle dénomination depuis juin 2021. Voilà. Donc, merci à tous de vous être joints à cette conférence. Pendant tout le déroulé, vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire du chat. Ces questions vont être relayées auprès de nos intervenants qui se feront fort d'y répondre, soit à la fin de leur intervention, soit si les questions sont un petit peu plus complexes, ils se permettront de revenir vers vous un petit peu après. Cette réunion, cette conférence est enregistrée. Il y aura donc un replay disponible de cette conférence qui vous sera accessible et que vous pourrez bien évidemment consulter à loisir. Un petit mot pour nous présenter. Donc, comme vous le savez certainement, PKF Arcelon est issu d'un carve-out d'une partie des activités de PwC. PwC pour les entrepreneurs, c'était notre ancienne dénomination pour fonder aujourd'hui un groupe autonome, PKF Arcelon, qui s'inscrit parmi les leaders français dans son segment et dans son secteur d'activité. PKF Arcelon, c'est un peu plus de 700 personnes en France, plus de 60 associés, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui opèrent sur l'ensemble du territoire français au travers de 26 bureaux. PKF Arcelon, c'est aussi un groupe international parce que PKF Arcelon est membre du groupe PKF International. PKF International, c'est un groupe qui est présent dans 150 pays, qui regroupe à peu près 20 000 collaborateurs répartis entre un peu moins de 500 bureaux. Nous allons avoir la chance d'accueillir parmi nous aujourd'hui un certain nombre de nos spécialistes qui vont couvrir le planning chargé de cette intervention. Donc, nous aurons Jean-Laurent Brassieux et Carole Darbe sur la partie comptable et fiscale. Pour la partie sociale, nous aurons la chance d'accueillir Valérie Pasquier. Pour la partie juridique, comme pour chaque année, Alexandra Limberger. Et sur la partie consolidation, Claire Quillet et Paul Bertou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente conférence entre les mains de nos professionnels et je vous dis à très bientôt. Donc, merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints pour cette conférence Arrêté des comptes. Je pense qu'on va pouvoir tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la loi de finances pour l'année prochaine, pour 2023, et quelques mesures qui nous ont paru intéressantes de relever. Dans un premier temps, on a un relèvement du plafond d'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises. Cette mesure, elle concerne donc toutes les PME. On le rappelle, des sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 10 millions d'euros et dont le capital est entièrement libéré et détenu à au moins 75% par des personnes physiques ou des personnes morales, elles-mêmes détenues à 75% par des personnes physiques. Ces sociétés, donc ces PME, bénéficient de l'application automatique du taux réduit d'impôt sur les sociétés qui est fixé à 15%. Jusqu'à maintenant, ce taux réduit ne s'appliquait que jusqu'à 38 120 euros et au-delà, le bénéfice était imposable au taux d'IS de droit commun. À partir de 2023, donc l'année prochaine, la loi de finances a prévu de rehausser la limite de bénéfice imposable au taux réduit en la portant à 42 500 euros. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les petites et moyennes entreprises, cela dégagerait une économie d'impôt de 438 euros. On le rappelle au-delà que désormais le taux normal d'imposition des sociétés est fixé pour toutes les entreprises à 25%, quel que soit leur chiffre d'affaires.
Une deuxième mesure qui concerne la suppression progressive de la CVAE. Hop. C'est l'article 5 du projet de loi de finances pour 2023 qui prévoit donc la suppression de la CVAE sur 2 ans. Elle sera donc progressive et va s'opérer en 2 étapes. On va faire un petit point de rappel. La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, donc la CVAE, est l'une des 2 composantes de la CET, de la contribution économique territoriale. L'assiette de la CVAE, c'est la valeur ajoutée de l'entreprise. La CVAE, elle n'est due que par les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros. Il est également rappelé que la valeur ajoutée taxable à la CVAE est plafonnée, puisqu'elle ne peut excéder 80% du chiffre d'affaires pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 7 600 000 euros et 85% au-delà. Aujourd'hui, le taux d'imposition à la CVAE se situe entre 0 et 0,75%. Il varie en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, puisque les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros bénéficient d'un dégrèvement. Les entreprises ayant quant à elles un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros bénéficient en pratique d'une exonération, puisque ça revient à une imposition au taux zéro. En outre, le montant de la CVAE dû par les entreprises qui ont un chiffre d'affaires hors taxe qui excède 500 000 euros ne peut être inférieur à 125 euros. C'est ce qu'on appelle le montant de la cotisation minimum. Donc, pour revenir à cette suppression progressive qui est prévue par la loi de finances, elle va s'opérer comme suit. Dans un premier temps, pour les impositions dues au titre de 2023, le taux d'imposition et de contribution minimale est réduit de moitié. Cela signifie que le taux d'imposition, il serait donc fixé à 0,375%. Et la contribution minimale, quant à elle, elle sera fixée à 63 euros, qui est plus ou moins la moitié de 125 euros. Dans un second temps, la CVAE, elle sera totalement supprimée et cela, ça va arriver en 2024. Donc, au titre de l'année 2024, en théorie, plus aucune entreprise ne sera redevable de la CVAE. Parallèlement à cela, à cette suppression progressive, le taux de plafonnement de la contribution économique territoriale sera abaissé, puisque la contribution économique territoriale due par chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée qu'elle produit. Donc actuellement, lorsque cette cotisation excède 2% de la valeur ajoutée, l'excédent peut faire l'objet d'un dégrèvement. En 2023, le taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, il sera abaissé à 1,625% pour les impositions dues au titre des années 2024 et suivantes. On n'aura plus que 1,25%. Une troisième mesure qui nous a paru intéressante de vous présenter, c'est le crédit d'impôt rénovation énergétique. C'est une mesure qui est restaurée. Restaurée pourquoi? Puisqu'elle existait déjà et elle avait initialement été créée par la loi de finances pour 2021. Ce crédit d'impôt, il sera rétabli pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, donc 2 ans. En somme, les conditions d'application de ce crédit d'impôt, hormis donc la période éligible, restent inchangées. On va les rappeler. Déjà, c'est un crédit d'impôt qui bénéficie uniquement aux PME au sens du droit européen. On rappelle que ce sont des entreprises qui emploient moins de 250 salariés, qui ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Les conditions d'application, donc pour bénéficier de ce crédit d'impôt, les dépenses exposées doivent être affectées à un bâtiment à usage tertiaire qui est achevé depuis plus de 2 ans à la date de début des travaux et qui est affecté par l'entreprise propriétaire ou locataire à l'exercice de son activité donc industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Ensuite, les travaux éligibles au crédit d'impôt doivent naturellement, comme son nom l'indique, servir la transition énergétique. Il existe une liste précise de travaux éligibles au crédit d'impôt. Je vous invite à aller la consulter. On peut citer entre autres l'acquisition et la pose de certains systèmes d'isolation thermique ou encore la pose de chauffe-eau solaire collectif, etc. Donc là, pour l'assiette du crédit d'impôt, ce sont
le prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l'acquisition des matériaux et à la pose des équipements. On intégrera donc à l'assiette le coût d'acquisition des équipements, matériaux et fournitures et le coût, bien sûr, de la main-d'œuvre. Le montant du crédit d'impôt, c'est donc 30%. 30% du prix de revient hors taxe des dépenses éligibles. On déduira donc des éventuelles aides publiques et toutes les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie. Le crédit d'impôt, il s'imputera tout simplement sur le montant d'impôt dû au titre de l'année civile au cours de laquelle les dépenses sont exposées. Et il est important de noter que l'excédent de ce crédit d'impôt est restituable. Et il existe aussi un plafond global du montant du crédit d'impôt qui est de 25 000 € et qui s'applique, attention, sur l'ensemble de la période éligible, donc toutes dépenses confondues qui ont été exposées par l'entreprise sur les 2 années. Ensuite, on a une jurisprudence fiscale. On sort donc du périmètre de notre loi de finances, une jurisprudence fiscale qui était très attendue cette année et qui concerne l'imputation du crédit d'impôt étranger sur quote-part de frais et charges payés sur les dividendes. Cette jurisprudence, elle était très attendue. Elle fait suite à l'arrêt Société L'Air Liquide qui avait été rendu l'année dernière par le Conseil d'État, donc en 2021. Dans lequel le Conseil d'État avait permis l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt acquitté en France au titre de la quote-part de frais et charges de 12%, qui est réintégré sur les cessions de titres qui, elles, sont exonérées. Le raisonnement qui avait été tenu par le Conseil d'État a été étendu à la quote-part de frais et charges de 5% sur dividendes. Donc, c'est des termes un petit peu compliqués. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les dividendes perçus par une société mère française et qui bénéficient de l'application du régime des sociétés mères bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés, sous réserve cependant de la réintégration toujours d'une quote-part de frais et charges de 5%, qui, elle, demeure imposable en France. Dans sa doctrine, l'administration fiscale, elle considère que ces 5% correspondent en fait à des frais et charges réintégrés afférents à des produits qui ne sont, eux, pas imposés. La conséquence de cette position, c'est que dès lors qu'une société mère perçoit des dividendes d'une filiale établie à l'étranger, elle est redevable de l'impôt sur les sociétés en France sur 5% du dividende qui est exonéré. Et elle n'avait donc pas la possibilité d'imputer la retenue à la source éventuellement acquittée à l'étranger sur l'impôt acquitté en France, puisque l'administration fiscale soutient qu'il ne s'agit pas en France d'une imposition effective de ce dividende, mais bien d'une quote-part de frais et charges. Donc, le Conseil d'État avait ouvert la voie en 2021 dans l'arrêt Société L'Air Liquide et la Cour administrative d'appel de Lyon avait jugé en début d'année que le paiement de l'impôt sur les sociétés en France sur la quote-part de frais et charges de 5% visait bien à maintenir une imposition effective du dividende en France. Par conséquent, les contribuables français doivent être en mesure d'imputer la retenue à la source acquittée à l'étranger sur l'impôt payé en France. Il a donc été demandé à l'administration fiscale d'annuler sa doctrine administrative qui allait à l'encontre de l'imputation de la retenue à la source étrangère sur l'impôt payé en France. Et c'est une demande qui a été accueillie par le Conseil d'État le 5 juillet dernier dans son arrêté Société Anonyme AXA. La bonne nouvelle, c'est que les sociétés qui n'ont pas pu imputer cette retenue à la source sur l'impôt sur les sociétés payé sur la quote-part de frais et charges de 5% ont désormais la possibilité de déposer des réclamations au titre des 3 dernières années. C'est un arrêt qui fait demeurer tout de même certaines incertitudes puisque la portée effective reste à être précisée. On se pose notamment des questions sur le montant d'impôt qui pourra effectivement être imputé. Est-ce qu'il s'agit du montant de l'impôt dû sur la totalité de la quote-part de frais et charges ou sur la différence entre la quote-part de frais et charges et les frais réellement engagés pour la perception du dividende? Ce sont des éléments qui, on l'espère, seront précisés par la Cour d'appel de renvoi qui sera chargée de rejuger l'affaire. On a des précisions administratives qui ont été apportées par l'administration en 2022
s'agissant de l'amortissement du fonds commercial. C'est une mesure dont on vous avait déjà parlé l'année dernière, puisqu'elle avait été prévue par la loi de finances pour 2022 et qui concerne donc la déduction fiscale de l'amortissement du fonds commercial. C'est une possibilité qui avait été offerte par la loi de finances pour 2022 uniquement pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En dehors de cette période, la déduction fiscale de l'amortissement reste impossible. Donc cette mesure, elle a été commentée par l'administration fiscale en 2022. Elle a précisé principalement 4 choses. Donc la première étant que la mesure s'applique quels que soient les motifs comptables de la dépréciation des fonds commerciaux. Je vais rappeler brièvement les principes qui encadrent l'amortissement du fonds commercial. Donc le fonds commercial, c'est quoi? C'est au sens comptable, un actif immobilisé constitué des éléments incorporels du fonds de commerce qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparée au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité qui l'exploite. En principe, l'utilisation du fonds commercial n'a pas de durée limitée dans le temps. L'entreprise a la possibilité cependant d'apporter la preuve contraire. Dans ce cas, le fonds commercial est amorti comptablement sur la durée prévisible d'utilisation du fonds commercial. Sinon 10 ans si on n'arrive pas précisément à déterminer le nombre, la durée exacte d'utilisation du fonds commercial. À titre de simplification, les petites entreprises peuvent toujours amortir comptablement le fonds commercial. On a une distorsion entre la comptabilité et la fiscalité, puisque normalement, en fiscalité, cet amortissement n'est jamais déductible. Chose qui a donc été permise par la loi de finances 2022 pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En dehors de cette limite temporelle, on le rappelle, la déduction fiscale des amortissements n'est jamais permise. Bien entendu, les amortissements fiscaux ne sont déductibles que s'ils respectent les conditions d'amortissement précitées, donc pour les petites entreprises et pour les entreprises en mesure de démontrer que le fonds commercial a une durée d'utilisation limitée. À ce titre, l'administration apporte des précisions en disant que cela peut être le cas lorsque le fonds commercial est par exemple adossé à un contrat ou à une autorisation légale ayant une durée d'utilisation limitée, comme par exemple un contrat de concession, d'autorisation d'extraction, etc. Ou alors lorsqu'une décision d'arrêter l'activité à laquelle ce fonds se rattache est prise par l'entreprise. Donc la première précision, les motifs comptables de dépréciation des fonds commerciaux est indifférente. Ensuite, la deuxième précision qu'apporte l'administration, c'est que le dispositif temporaire de déduction fiscale est applicable aux fonds acquis par des entreprises artisanales ou titulaires de bénéfices agricoles ou de bénéfices non commerciaux. Donc c'est une précision, une extension de la mesure. Dans un troisième temps, l'administration précise que les modalités d'acquisition du fonds à amortir sont indifférentes tant qu'il a été acquis entre le 1er janvier de cette année et le 31 décembre 2025. Donc, qu'il ait été acquis par voie de fusion, d'apport ou de cession à titre onéreux, le dispositif temporaire de déduction s'applique. On pourra citer par exemple qu'en cas de fusion placée sous le régime spécial des fusions, le fonds commercial sera donc traité comme une immobilisation amortissable. La société absorbante, elle devrait appliquer le régime d'étalement de l'imposition de la plus-value dégagée par l'apport. Quatrième précision apportée par l'administration à ce titre, l'amortissement du coût total du fonds commercial est admis, y compris en cas de dépréciation. La constatation d'une dépréciation d'un fonds commercial entraînant la modification prospective de la base amortissable, qui est réduite donc à due concurrence. Les entreprises pourront donc constater un amortissement dérogatoire afin de garantir la déductibilité fiscale des amortissements afférents aux fonds commerciaux dépréciés. Et je vais passer la parole à Jean-Laurent. Merci Carole. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va passer premièrement sur un point important qui est l'abondement correctif du compte personnel de formation. C'est le fameux CPF.
Alors, c'est quelque chose qui a été prévu par le Code du travail, mais qui ne concerne pour l'instant que les entreprises de plus de 50 salariés, hein. Donc, au cours des 6 dernières années, vous devez organiser des entretiens avec vos salariés au bout de N plus 2, donc au bout de 2 ans, au bout de 4 ans, et un entretien état des lieux au bout de 6 ans. Alors, ça permet de vérifier donc cumulativement cette notion d'état des lieux que le salarié a bénéficié des entretiens prévus au bout de 2 ans et de 4 ans et du suivi des actions de formation non obligatoires. Alors, sur le principe, c'est la première période qui était concernée par cette règle, c'était la période 2014 à 2020 et qui a été repoussée compte tenu du Covid, qui avait été repoussée jusqu'au 30 septembre 2021. Donc, cette obligation existait déjà au 31 décembre 2021. Il est vrai il y a eu quand même pas mal d'interrogations des entreprises et de leurs auditeurs sur le point de savoir comment on devait comptabiliser, entre guillemets, cette obligation, d'autant plus que si vous n'avez pas respecté ces, ces différentes étapes, vous devez verser un abondement correctif de 3 000 euros par salarié, le dit abondement étant porté à 6 000 étant remplacé par une amende de 6 000 euros par salarié en cas de non-versement après mise en demeure de l'inspection du travail. Donc ce principe-là existait déjà l'année dernière, mais les règles de comptabilisation ont été précisées par notamment la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui s'est prononcée en début d'année 2022 sur les règles applicables en matière de comptabilisation. Si on peut passer à la slide suivante, merci. Voilà, donc, non, non, l'avant, pardon. Alors, au niveau de la réponse apportée par la commission des études comptables de la CNCC, donc, il y a 2 cas à traiter. Le cas où où on a fini la période de 6 ans, et le cas où on est au cours de la période de 6 ans et on n'a pas respecté l'intégralité des obligations au cours de période. Alors, premièrement, c'est au terme de la période de 6 ans. Donc, vous devez vous poser la question, un certain nombre de questions. C'est premièrement, est-ce que tous les salariés qui sont concernés sont-ils toujours présents dans l'entreprise, sachant que cette obligation ne court que pour les salariés qui sont présents au terme de la période de 6 ans. Quelqu'un qui est parti au cours de la période, vous lui devez rien. L'entreprise a-t-elle employé plus de 50 salariés, hein, je rappelle, c'est la problématique des entreprises de plus de 50 salariés. Et est-ce qu'il y a eu un manquement? Alors, la notion de manquement, c'est ça qui avait organisé pas mal, où on avait eu pas mal de débats l'année dernière, et cette année, ça a été réglé. A priori, il y a un problème de slide, Léa. On ne voit pas les slides. Non, 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 mais A priori, oui. la plupart des personnes les voient, Jean-Laurent, donc D'accord. ça doit Ok, être un non, non, mais problème. parce que je vois, il y a des messages, hein. D'accord. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a eu un manquement au cours de cette période de 6 ans? Alors, est considéré comme un manquement l'absence d'entretien bisannuel, c'est-à-dire tous les 2 ans, ou l'absence d'état des lieux, ou l'absence de formation personnalisée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a un seul manquement, et la position du ministère du Travail est claire sur ce point. Dès qu'il y a un seul manquement, vous êtes en situation de devoir reverser l'abondement de 3 000 euros. Donc, ce qui veut dire qu'au terme de la période de 6 ans, si vous n'avez pas respecté une seule de toutes les étapes, et si vous les avez respectées, vous devez être en mesure de les prouver, bien évidemment, vous seriez dans l'obligation de comptabiliser une dette à la date de clôture, due au titre de l'abondement exigible et dû par l'entreprise aux salariés. Donc, ça veut dire que si vous avez une période de 6 ans qui finit, par exemple, au 30 septembre 2022, ça veut dire qu'au 31 décembre 2022, vous devez constater une dette
de 3 000 €. Ça, c'est pour le cas où le salarié est présent au terme de la période de 6 ans. La question qui vient sur la slide suivante, ça concerne que doit-on faire au cours de la période de 6 ans. Par exemple, si on n'a pas respecté l'obligation du premier entretien, c'est-à-dire au bout de la période N+2, et donc on a un manquement, et que doit-on faire? Et donc, la réponse, la commission des études comptables de la CNCC est assez intéressante parce qu'elle a une double approche. Elle dit on peut avoir une double approche. Alors, dès qu'on a un manquement constaté, donc on a toujours la problématique des entreprises de plus de 50 salariés, ça elle est claire. Dès qu'il y a un manquement constaté, on doit tenir compte du fait que ce manquement va entraîner la constatation d'un abondement de 3 000 €. Et bien évidemment, pour déterminer, et donc ce qui veut dire qu'il faudra constater une provision. Donc, cette provision devra être quand même pondérée par la probabilité de présence du salarié au terme de cette période, hein, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, si le salarié n'est pas présent, vous ne devez rien. Donc, vous devez apprécier la probabilité de présence du salarié au terme de la période de 6 ans. Et donc, deux approches possibles selon la CNCC. L'approche numéro 1, c'est de considérer que l'abondement correctif est une contribution additionnelle à la formation professionnelle continue que vous connaissez tous. Et donc, ce qui voudrait dire qu'il y aurait comptabilisation de l'intégralité de la provision, c'est-à-dire les 3 000 € par salarié, dès le premier manquement constaté. C'est-à-dire que si, par exemple, vous constatez au bout de la période de 2 ans, vous ne faites pas d'entretien, ben, dans ce cas-là, il faudrait constater une provision de 3 000 €. Hein. 3 000 € pondérés, bien évidemment, comme je le disais, par la probabilité de présence. La deuxième approche, c'est un abondement correctif est un avantage donné aux salariés, puisque c'est un abondement sur le compte personnel de formation du salarié, et donc de considérer que que cet avantage pourrait être étalé sur la période résiduelle. C'est-à-dire si vous avez manqué, par exemple, l'entretien au bout de la première période de 2 ans, ça voudrait dire que vous devriez constater la provision étalée sur les 4 années suivantes, toujours pondérée par la probabilité. Donc, en tout état de cause, soyez très prudents sur ce point. En tout état de cause, ça veut dire que au terme de la période de 6 ans, c'est une dette. Pendant la période de 6 ans, c'est une provision. Mais en tout état de cause, vous devez comptabiliser cette obligation légale dans vos comptes dès qu'il y a un manquement au respect de cette loi. Alors, point suivant sur lequel on va passer rapidement, c'est la recommandation 2013-02. Donc, on avait eu l'année dernière une mise à jour de la recommandation 2013-02 qui concerne la comptabilisation des engagements de retraite. Bon, l'année dernière, on avait eu une modification des normes IFRS et des modalités de calcul des engagements selon les IFRS, et la recommandation 2013-02 avait été pour assurer la convergence entre les règles françaises et les règles IFRS. Il y avait eu une modification qui avait été apportée au niveau de la recommandation pour pouvoir rester entre guillemets dans la convergence avec IAS 19. Alors, la précision qui a été apportée cette année, bon, pour les gens qui l'année dernière ont changé les règles le montant de leur provision pour s'ajuster avec les règles IFRS, pas de souci. Donc, il y avait un changement de méthode comptable qui était dû à un changement de texte et donc qui n'est pas à justifier. Hein, on n'a pas à justifier, à se justifier d'un changement de méthode quand elle est liée à un changement de texte. À partir du moment où vous n'avez pas effectué le changement l'année dernière et que vous souhaitez le comptabiliser cette année ou plus tard, eh bien dans ce cas-là, il faudra justifier par une meilleure information financière ce changement à l'initiative de l'entité. Hein. Donc c'est pas très, c'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait un certain nombre
d'entreprises qui n'avaient pas eu le temps l'année dernière matériellement, puisque la décision de l'IFRIC était en juin, je crois, et puis le temps que la reco de l'ANC soit mise à jour, on était en octobre-novembre. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui n'avaient pas eu le temps matériel de mettre à jour leur calcul des engagements. Si vous souhaitez mettre à jour ce calcul des engagements pour cette année, sachez que c'est possible, mais il faudra le justifier. Point suivant. Alors, au niveau des aides Covid, sur la prise en compte des risques de remboursement au niveau des aides du Covid, il y a eu beaucoup de cas d'entreprises qui ont bénéficié des aides Covid et on peut s'en féliciter. Mais il faut savoir que ces aides Covid sont plafonnées, notamment au niveau européen, parce qu'on a par ce qu'on appelle les aides de minimis, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de plafonnements qui sont versés pour assurer les règles de concurrence en termes de subventions ou d'aides. Alors bon, selon les aides, il pouvait y avoir des plafonds plus ou moins différents, et sachant que ces aides s'apprécient au niveau au niveau du groupe et non pas au niveau de chaque entreprise. Donc, on a eu certains cas où des entreprises ont bénéficié d'aides, mais qui se retrouvaient plafonnées du fait qu'au niveau du groupe, on avait atteint déjà des limites. Alors, compte tenu des multiples limites et compte tenu du fait que c'est pas forcément très facile à gérer notamment au niveau des groupes, on se retrouve dans un certain nombre de cas où on est dans des situations indues. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il faut comptabiliser le risque de reversement de ces aides. Donc, au niveau comptable, alors, quand est-ce qu'il faut tenir compte? Si vous êtes en cours de période, bien évidemment, vous ne devez pas constater l'intégralité du produit, mais vous ne devez constater en produit que la partie certaine de l'aide, et l'excédent est comptabilisé en dette. En revanche, si il s'agit de la prise en compte au cours d'exercices ultérieurs du risque de remboursement, hein, et cela sans attendre le contrôle. Si l'entreprise estime qu'il y a un risque de remboursement, on doit constater une provision. Si on est certain de devoir rembourser, hein, c'est-à-dire si on a refait les calculs notamment au niveau du groupe, et qu'on est certain de devoir rembourser, là, dans ce cas-là, on doit constater une charge. Alors, compte tenu du fait qu'en général, ces aides étaient constatées en produits d'exploitation, l'aide doit être constatée en charges d'exploitation, charges diverses de gestion courante. On a une interprétation de l'ANC et de la CNCC qui permet de considérer que dans certains cas, ça serait une correction d'erreur avec la possibilité de le constater en charge exceptionnelle. Autre point, autre point qui concerne la crise ukrainienne, dont on est tous au courant, qui peut avoir un certain nombre de conséquences, soit directes, soit indirectes. Donc, conséquences directes, effectivement, en cas d'implantation de filiales d'établissements en Ukraine ou en Biélorussie ou en Russie, ou quand vous avez des transactions d'achat et de vente significatives avec ce pays, ou suite aux sanctions européennes et extra-européennes. Il peut y avoir un certain nombre de limites et d'embargos qui peuvent avoir des conséquences. Donc, ça, c'est les conséquences directes. Les conséquences indirectes, on les connaît également. Donc, tout ce qui est hausse de prix, inflation, pénurie et tout. Donc, ce qui veut dire que, par principe, plus d'incertitude et plus de jugement. L'impact sur les comptes, alors l'impact sur les comptes, ça va être selon les cas, mais les impacts directs, ça va être la destruction d'actifs, notamment si vous avez malheureusement des établissements qui font l'objet de bombardements, la perte de contrôle de filiales, les arrêts d'activité et des restrictions de transfert de trésorerie. Ça, c'est pour les impacts directs. Pour les impacts indirects, c'est beaucoup plus large, hein, puisqu'on a tous les problèmes liés aux dépréciations des actifs, immobilisation, stock, créance, des problèmes de sous-activité, des problèmes de taux de change, des problèmes de covenants bancaires, d'impôts différés dans les comptes consolidés, également des problématiques qu'on a pu rencontrer sur les contrats d'assurance, où on avait des couvertures qui n'étaient pas, où un certain nombre d'événements ukrainiens n'étaient pas couverts par les assurances. Donc, vous voyez, ça peut être très, très large sur ces impacts, les impacts directs qui sont plus faciles à suivre. Vous
savez effectivement, si vous êtes en liaison avec ces pays-là, les impacts indirects sont beaucoup plus larges. Alors, ce qu'on recommande à ce niveau-là, c'est effectivement de recenser toutes les conséquences potentielles directes et indirectes, hein, euh, d'en tenir compte effectivement, puisque l'année dernière, bon, la crise ukrainienne ayant pris naissance en février, c'était un événement post-clôture, donc qui n'était pas pris en compte dans les comptes 2021. En revanche, 2022, vous devez en tenir compte de tous les éléments, sachant que si entre la date de clôture et la date d'arrêté de vos comptes, vous avez des événements négatifs, vous devez effectivement en tenir compte, avec une attention particulière en termes de présentation entre résultats courants et résultats exceptionnels, hein. Euh, il est clair qu'on avait eu un certain nombre de recommandations sur la crise Covid. D'une certaine façon, on peut les réadapter à la crise ukrainienne, mais ça veut dire que vous devez quand même respecter une certaine unicité dans les traitements de ces événements exceptionnels, avec bien évidemment une information en annexe concernant la continuité d'exploitation si nécessaire, l'exposition à la crise ukrainienne et toutes les conséquences que ça peut avoir en matière de risque et de dépréciation d'actifs. Alors, les autres points sur lesquels on voulait attirer votre attention ce matin, c'est l'impact de l'inflation sur les comptes et notamment le fait que compte tenu de la hausse des prix, vous avez une hausse des taux d'intérêt qu'on rencontre tous et donc une augmentation des taux d'actualisation. Donc, les taux d'actualisation vont jouer principalement sur deux catégories d'écriture comptable. Ça va être les engagements de retraite, où là, compte tenu du fait que les taux d'actualisation, hein, je veux dire, les taux, là, au 31 décembre 2021, on était à 0,98 à peu près de taux d'actualisation. Au 31 octobre 2022, on est à 3,77, hein. Donc, ça veut dire que ça entraîne mécaniquement une baisse de votre provision d'environ 33%. Ah, toutes choses étant égales par ailleurs, hein. Euh, et par contre, il faudra faire attention aussi au niveau du calcul de vos engagements de retraite, c'est-à-dire les engagements à long terme, hein, tels que visés par la recommandation de 2013. C'est donc tous les engagements à long terme. Et donc à ce niveau-là, il faut faire également attention à la prise en compte de l'inflation au niveau des salaires, hein, puisque vous avez au niveau des hypothèses actuarielles à la fois le taux d'actualisation, mais le taux de hausse des salaires. Donc ça, faites attention, c'est plus difficile cette année. L'évaluation des engagements de retraite, les engagements à long terme, sera plus difficile. De la même façon, si vous avez des tests de dépréciation, là, je dirais que là, c'est l'effet inverse, hein. Si vous avez des tests de dépréciation à réaliser, compte tenu du fait que les taux d'actualisation augmentent, la valeur de vos actifs diminue. Donc, vous êtes forcément plus sensible à des risques de dépréciation. Et donc, attention également de l'impact de l'inflation sur vos business plans qui servent à la détermination de vos tests de dépréciation. Et autre point également, c'est l'augmentation du BFR, hein, puisqu'on a une augmentation des charges financières. Donc, dans certains cas, il faut faire attention parce que les charges financières sont prises en compte pour le calcul de certains covenants. On a la volatilité des taux de change, l'hyperinflation dans certains pays. On reviendra sur ces points. Donc, faites attention sur l'impact que peut avoir l'inflation sur notamment le calcul de vos engagements à long terme actualisés et sur les tests de dépréciation. Alors, autre point qui là peut être intéressant, c'est la réactivation de la provision pour hausse des prix. Alors, on a connu ça à une époque, mais c'est vrai que la provision pour hausse des prix avait disparu puisqu'on avait des taux d'inflation très réduits. À partir du moment où on a des hausses des prix importantes, on peut se retrouver avec le principe de la PPHP. Alors le principe, c'est une provision fiscale qui permet de limiter l'impact de la hausse des prix sur les produits en stock. À partir du moment où vous avez un produit en stock,
le même produit qui a augmenté de plus de 10% entre l'année N et l'année N+1 ou N+2, puisque vous avez 2 années, vous pouvez constater une provision pour hausse des prix qui est déductible fiscalement et qui est reprise au bout de 6 ans. Et cette hausse des prix, ça limite l'augmentation de vos produits en stock à 10%. Au-delà de 10%, vous constatez une provision réglementée qui limite ce montant-là. Et donc, cette provision réglementée, c'est au niveau comptable, est comptabilisée en exceptionnel, et au niveau du bilan, est comptabilisée dans les capitaux propres. Donc, peu d'impact sur vos comptes en termes de présentation, mais un impact fiscal intéressant, puisque ça permet de bénéficier d'un avantage fiscal sur ces provisions. Alors, c'est un petit exemple qui vous permettra de comprendre comment ça se passe. Si on a un produit en stock qui valait 135 €, qui valait 100 € l'année dernière, 115 € l'année dernière, 100 € il y a 2 ans, le montant de la provision, c'est la différence entre le prix, entre 135 moins 100, le plus bas sur lequel vous appliquez 10%, et on a multiplié par le nombre de produits en stock. Et cette provision, vous la constatez et vous la reprenez au bout de 6 ans. OK. Alors, autre point sur lequel on voulait rapidement attirer votre attention, c'est les aides aux entreprises pour compenser la hausse du prix du gaz et de l'électricité. Alors, c'est par période, sachant que les règles sont différentes. Là, les règles qui vous sont présentées sont les règles relatives à la période de novembre et décembre, sachant que pour les mois précédents, qui sont toujours ouvertes, vous pouvez toujours demander ces aides, ce n'était pas tout à fait les mêmes règles. Alors, la règle de cette période, il faut comparer le prix de l'énergie par rapport au prix de l'énergie de la période comparable l'année dernière, et de voir si vous avez une augmentation de plus de 50%. Et dans ce cas-là, c'est réservé aux entreprises dont pendant la période concernée. Alors, c'est la période concernée, c'est toujours assez intéressant. Ça doit représenter, le coût de l'énergie doit représenter plus de 3% du chiffre d'affaires. Donc, si vous avez des augmentations significatives du prix de l'énergie, plus de 50%, et si le coût de l'énergie représente plus de 3% de votre chiffre d'affaires sur les périodes concernées, et ça se calcule bien période par période, vous pouvez bénéficier d'une aide qui vous est présentée, page suivante. Alors, le montant de l'aide correspond à 50% de l'écart entre la facture 2021 majorée de 50% et la facture 2022 dans la limite de 70% de la consommation 2021 plafonnée à 4 millions d'euros. Alors, vous voyez que c'est d'application assez complexe. En plus, on a des aides pour certaines entreprises de haute consommation, ou pour les entreprises qui font l'objet d'une concurrence internationale. Donc, c'est assez complexe, mais faites attention, si vous êtes dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous faire aider sur ces points-là. Il y a pour pouvoir bénéficier des aides qui sont quand même assez intéressantes. Et dans certains cas, alors plus pour la dernière période, pour les périodes avant, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, vous devez obtenir une attestation soit de votre expert comptable, soit de votre commissaire aux comptes. Alors, je vais repasser la parole à Carole. Avec le micro, c'est mieux. Donc, une autre jurisprudence fiscale et comptable qui concerne les stocks à rotation lente, qu'on a trouvé intéressante à vous présenter. C'est une décision qui est ni inédite ni nouvelle, mais elle a le mérite de reposer un petit peu les principes. Elle a été rendue par la Cour d'appel administrative d'appel de Douai en juin dernier. Et elle concerne la déduction des provisions pour dépréciation de stock. Par principe, lorsqu'une entreprise constate à la clôture de l'exercice que ses stocks ont une valeur probable de réalisation inférieure à leur prix de revient, cette entreprise est en droit de constituer à hauteur de la différence de valeur une provision pour dépréciation.
Les dispositions d'ailleurs du plan comptable général permettent de prendre en compte les perspectives de vente dans le test de dépréciation. Les perspectives de vente, quant à elles, elles peuvent constituer un indice en effet de perte de valeur. Le taux de rotation du stock qui mesure donc le nombre de fois que le stock a été renouvelé. Donc un élément de stock a été vendu puis remplacé au cours de l'année, peut donc être utilisé. Donc, quelle est la conséquence de cela? La conséquence, c'est que lorsque, pour une raison quelconque, un élément de stock est peu renouvelé, une rotation lente de ce stock peut donner lieu à un test de dépréciation. Le déclenchement d'un test de dépréciation peut donc résulter d'une obsolescence technique ou alors de l'évolution des normes de fabrication, d'une baisse de la demande, etc. La jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer plusieurs fois sur la déductibilité fiscale d'une provision pour dépréciation de stock. Et la jurisprudence exige que la différence de valeur constatée à la clôture de l'exercice entre donc la valeur probable de réalisation et le prix de revient soit établie avec une approximation suffisante. Elle admet notamment que l'obsolescence technique de matériel peut justifier la constitution d'une provision pour dépréciation de stock, sous réserve que le contribuable ait utilisé une méthode de calcul qui répond essentiellement à deux conditions. Elle doit être réaliste et suffisamment précise. Donc, à titre d'exemple, on peut noter que la jurisprudence a refusé la déduction d'une provision pour dépréciation de stock lorsque un marchand d'appareils électroménagers, d'électroménager, de radio-télé et de mobilier a appliqué des taux de dépréciation forfaitaires selon la date d'acquisition des produits, sans tenir compte des caractéristiques de chaque article et notamment de leur sensibilité à la mode et aux changements techniques. Dans le cas d'espèce, donc dans l'arrêt de la cour d'appel de Douai, c'était une société de négoce en gros de visserie et de boulonnerie qui était destinée à la maintenance industrielle et qui avait constitué et déduit des provisions pour dépréciation sur des stocks dormants et sur des stocks à rotation lente. Donc les stocks dormants, c'est ceux qui font l'objet d'aucune vente dans l'absolu, et à rotation lente, donc qui sont peu vendus. Les stocks étaient peu vendus selon la société parce que y avait donc une obsolescence technique à raison de la disparition de certaines activités, la modification de normes techniques et la difficulté de prévoir les besoins des clients. Donc pour calculer la provision, sur les stocks dormants, la société avait appliqué un taux forfaitaire au prix de revient des pièces et cette méthode n'avait pas été contestée par l'administration. En revanche, pour calculer la provision sur stock à rotation lente, la société avait également retenu une méthode forfaitaire qui était un petit peu détaillée quand même, puisqu'elle consistait à appliquer un pourcentage de 15, 33, 50 ou 66% aux articles pour lesquels la durée prévisible de couverture des ventes est comprise entre 2 et 5 ans, 5 et 10 ans, 10 et 20 et plus de 20 ans. Et c'est cette méthode qui avait été remise en cause par l'administration fiscale. Elle estimait que cette méthode ne permettait pas d'établir le caractère probable ni la réalité de la dépréciation ainsi constituée. La Cour administrative d'appel de Douai n'est pas d'accord puisqu'elle donne raison aux contribuables et elle estime que même s'il n'y a pas d'altération de certaines pièces avec le temps, la valeur d'usage de certains des articles stockés est susceptible de diminuer dans la mesure où les ventes de certains articles tendent à se réduire avec le temps, voire à atteindre le niveau zéro en raison d'une obsolescence technique de pièces spécifiques à certaines activités. Donc, en somme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle admet au final une méthode forfaitaire de dépréciation de ces stocks à rotation lente. Eu égard à la spécificité de l'activité exercée, elle estime que la méthode utilisée permettait de déterminer le montant des provisions constituées avec une approximation suffisante. Voilà pour ce petit point de jurisprudence. On vous a remis ici la décision comme ça, vous pourrez lire l'attendu de principe qui est assez intéressant et je rends la parole à Jean-Laurent du coup pour la suite. Jean-Laurent, tu es en mute. Pardon, excusez-moi. Donc rapidement, avant qu'on passe sur les aspects prospectifs, une décision qui est de la CNCC qui était relativement intéressante, qui concernait un groupe de franchiseurs qui reçoit
qui recevaient des redevances marketing de la part des franchisés et qui devaient effectuer un certain nombre de dépenses de marketing pour le groupe des franchisés. Et la question qui se posait, c'était de savoir est-ce qu'on considère qu'il y a automatiquement, compte tenu de la nature de la prestation, est-ce qu'il y avait automatiquement un lien, entre guillemets, entre les charges et les produits, et donc s'il fallait, entre guillemets, appliquer le principe le principe de rattachement des charges et des produits. Et sur ce, la CNCC a été claire, on doit comptabiliser les charges selon les règles des charges et les produits selon les règles applicables aux produits, sans forcément faire un lien, quand bien même ce lien économique existait, de faire le lien entre la période à laquelle les produits sont constatés et la période à laquelle les charges sont constatées. Ce qui fait que on n'a pas d'application dans ce cas-là du principe de rattachement des charges aux produits. Et donc, on a les charges indépendantes et les produits qui sont indépendants, ce qui veut dire qu'on pourrait dégager des résultats importants dans le cas de retard, par exemple, dans le cas d'engagement des dépenses. Je vous propose de passer directement à la page 29, s'il vous plaît. Alors, quelques mots de perspective avant de passer la parole à Valérie sur l'aspect social. Sur les projets de l'ANC, et donc on a deux projets importants en cours, qui est le projet de modernisation des états financiers, et donc qui a été adopté en décembre 2021, qui doit être validé vraisemblablement avant le 31 décembre de cette année pour une application en 2024. Hein. Et donc, ce projet de modernisation, qu'est-ce qu'il recouvre? Et pourquoi il a eu lieu? C'était déjà pour faciliter la digitalisation, mettre à jour un peu les modèles et la nomenclature des comptes et simplifier les modèles de comptes annuels. Hein. Donc, alors, on ne sait pas si c'est 2024 ou 2025, globalement à suivre. Donc, alors, qu'est-ce qui prévoit ce nouveau règlement de modernisation? Donc, premièrement, je peux avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, quels sont les principaux éléments de ce projet? Donc, une nouvelle définition du résultat exceptionnel, hein, on n'aura plus cette notion de résultat exceptionnel avec qui vient des comptes, hein, parce que par exemple, on avait un compte pénalité sur marché qui était un compte de résultat exceptionnel, ce qui veut dire que toutes les pénalités sur marché devaient normalement être comptabilisées directement au résultat exceptionnel. Donc là, on aura une approche beaucoup plus conceptuelle, avec une comptabilisation en charge et reproduits exceptionnels que des événements majeurs et inhabituels. Donc, plus de jugement et moins d'application mécanique, mécanique de la notion de résultat exceptionnel. Au niveau suivant, voilà. Autre élément à prévoir, c'est la suppression du compte transfert de charge. Hein, le compte transfert de charge rendait quand même difficile certaines analyses. Donc là, on aura plus une notion de charge négative, c'est-à-dire que quand on aura des remboursements, par exemple, je prends l'exemple des remboursements de sécurité sociale ou des choses comme ça, on aura un compte 649 et non pas un compte 79. Donc on n'aura plus cette notion de transfert de charge. Alors, ça peut avoir des impacts en matière de CVAE, hein, mais comme on a vu tout à l'heure que la CVAE allait progressivement disparaître, donc on ne devrait pas avoir d'impact fiscaux importants. Point suivant. Alors, autre disposition, je passe rapidement sur ce point. Donc, la modification du plan de compte, on aura un toilettage et une modernisation du plan de compte avec 200 comptes qui seront supprimés, qui n'avaient plus d'utilité, suppression de certains modèles d'état financier que personne n'utilisait beaucoup, comme le système développé, et une nouvelle présentation des informations en annexe avec des modèles de tableaux. Pas beaucoup de gens utilisaient déjà les tableaux de l'alias fiscal
pour leur annexe. Bon, là, on aura des modèles qui seront relativement inspirés des tableaux qu'on connaît dans la liasse fiscale pour avoir une présentation plus standardisée de l'annexe. Autre point à prévoir, donc vous avez entretenu à l'époque d'un projet relatif à la modernisation, sur la comptabilisation du chiffre d'affaires. Donc ce projet qui était un projet de 2019 qui avait été un peu mis en congélateur, dirons-nous, pour les raisons Covid. Bon, donc là, normalement, on devrait avoir une réactivation de ce projet, qui est un projet qui sera très lourd et qui peut, dans certains cas, être relativement impactant pour les entreprises. Donc, avec à la fois une comptabilisation, une notion plus large de chiffre d'affaires et des éléments particuliers en termes de comptabilisation, notamment dans le cas de prestations multiples, hein. C'est-à-dire si vous vendez un produit avec une prestation avec, on aurait à la fois la comptabilisation du produit et la comptabilisation du service. Alors que là, actuellement, on était plutôt sur une notion de principal et d'accessoire. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Donc on aura l'occasion de revenir sur ce point. Sachez que normalement, ça devrait être 2025, mais ça sera quand même très structurant pour les entreprises, pour certaines entreprises, pas nécessairement pour tout le monde, mais ça sera vraisemblablement structurant pour certaines entreprises. Et donc, il faudra faire attention à ce point-là et bien anticiper ces éléments-là. Voilà quels étaient les projets. Il doit rester encore une slide peut-être sur les autres projets qui sont en cours d'analyse mais qui ne sont pas très significatifs, qui sont relatifs au traitement des contrats SaaS et à la distinction dette et fonds propres sur lequel l'ANC est en train de réfléchir. Et nous en avons fini avec cette partie comptable fiscale relativement développée et je laisse la parole à Valérie. Merci Jean-Laurent. Nous allons aborder dans un premier temps la prime de partage de la valeur, dite prime PPV. Il s'agit d'une pérennisation de la prime pouvoir d'achat. Ce dispositif est un dispositif facultatif. Aucune contrainte pour l'employeur de le mettre en place. Cependant, si vous souhaitez le mettre en place, quelles en sont les formalités? Nous sommes sur des formalités totalement classiques, à savoir la rédaction d'une décision unilatérale de l'employeur après une consultation du CSE si vous en avez un dans vos structures, ou alors d'un accord d'entreprise. Quelles en sont les modalités de versement? Les dates et les modalités doivent figurer bien sûr soit dans l'accord, soit dans la DUE. La prime peut être versée en plusieurs fois avec un versement dans la limite avec un versement une fois par trimestre. Aucune possibilité de faire un versement mensuel. Je vous rappelle hein, que cette prime ne doit pas se subsister à un élément de la rémunération classique. Quels en sont les bénéficiaires? Nous sommes sur l'ensemble des salariés, quel que soit le type de contrat, CDD, CDI, quel que soit le temps de travail, temps complet, temps partiel, sans oublier bien sûr les contrats en alternance, professionnalisation ou apprentissage. Les mandataires sociaux ayant un contrat de travail technique peuvent aussi bénéficier de ce dispositif. Il y a une particularité par rapport à la prime, PEPA, c'est-à-dire que peuvent être bénéficiaires uniquement les salariés dont la rémunération n'excède pas un certain plafond fixé par l'employeur et mentionné dans la DUE ou dans l'accord. Je m'explique par un exemple, l'employeur peut prévoir que la prime sera versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 4 000 € par exemple, brut, mais il ne peut pas prévoir que cette prime sera uniquement versée aux salariés dont la rémunération est supérieure à 4 000 €. Donc la limite de versement est fixée par l'employeur. Un petit focus sur les intérimaires, à savoir que dès lors que la société utilisatrice verse à ses salariés permanents une prime PPV, les intérimaires mis à disposition soit à la date de versement ou à la date de dépôt de la DUE doivent bénéficier de cette prime. C'est à l'entreprise de travail temporaire de verser la prime aux intérimaires. La prime n'est pas versée aux dirigeants non salariés. En ce qui concerne l'exonération, quel est le montant maximum que vous pouvez verser
pour bénéficier d'exonération de cotisation. Le montant est, comme je vous le disais, de la prime est librement fixé. Cependant, les plafonds d'exonération ont été revus à la hausse par rapport à PEPA, puisque nous sommes sur un montant de 3 000 € par an et par bénéficiaire pour toutes les entreprises, et sur un montant maximum de 6 000 € pour les entreprises ayant un dispositif d'intéressement ou pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant mis en place une participation volontaire. Nous retrouvons aussi les associations et les fondations reconnues d'utilité publique et d'intérêt général, ainsi que les sommes versées aux travailleurs handicapés sous contrat de soutien ou d'aide pour le travail dans les ESAT. Donc, ces structures bénéficient aussi de l'exonération à hauteur de 6 000 €. Bien sûr, l'employeur peut verser une prime inférieure à ces plafonds et il peut aussi verser une prime supérieure à ces plafonds. Par contre, la partie excédentaire aux 3 000 ou 6 000 € suivant la situation de l'entreprise sera bien sûr soumise à charges sociales et impôt sur le revenu. Une petite particularité, l'exonération de charges s'apprécie à l'année civile. Pour les salariés qui ont déjà bénéficié d'une prime PEPA en début d'année 2022 et qui vont recevoir une prime PPV avant le 31 décembre 2022, la limite d'exonération est fixée à 6 000 € pour l'année 2022, peu importe l'effectif de l'entreprise. Quel est le régime fiscal? Comme je vous le disais, on a une exonération totale des charges sociales dans la limite de 3 000 et 6 000 € suivant la situation d'entreprise, et ce, jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, on a un système qui est pérenne concernant l'exonération des charges sociales. Concernant la CSG, CRDS et l'impôt sur le revenu, c'est un peu plus compliqué, à savoir qu'il y a deux périodes à considérer. Il y a la période qui va du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. Là, nous retrouvons le même mécanisme que la PEPA, à savoir que les contributions CSG et CRDS sont dues uniquement pour les salariés dès lors que la rémunération au cours des 12 mois précédents, le versement de la prime, est supérieur aux 3 SMIC annuels. Ça doit vous parler. Pour 2024, CSG, CRDS et impôt sur le revenu dus, quel que soit le niveau de rémunération. Une petite particularité aussi concernant le forfait social pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2023, exonération pour toutes les rémunérations inférieures à 3 000 €, quel que soit l'effectif de leur entreprise, mais soumise pour les entreprises de plus de 250 salariés ayant des rémunérations supérieures à 3 000 €. Et sur 2024, on est sur une exonération pour les entreprises de moins de 250 salariés et nous ne retrouvons plus la notion de rémunération 3 SMIC. En gros, 2024, moins de 250 salariés exonérés de forfait social, plus de 250 salariés soumis à forfait social. Donc, la chose à retenir concernant cette prime PPV, c'est le fait que le dispositif devient pérenne en termes d'exonération de cotisation sociale. Quel est le montant de la prime? Est-ce que le montant de cette prime peut être modulé? Eh bien oui, nous retrouvons les 4 critères que nous avions sur la prime PEPA, à savoir la rémunération, le niveau de classification, la durée du travail prévu dans le contrat de travail et la durée de présence effective pendant l'année écoulée. Attention, tous les congés maternité, adoption, congés paternité, de présence parentale sont considérés comme du temps de présence effectif pour ce critère de modulation. La nouveauté par rapport à la prime PPV, il s'agit du critère suivant l'ancienneté dans l'entreprise. Ce critère n'existait pas auparavant. Alors, je vous précise que ces 5 critères sont combinables et que tout autre critère est proscrit sous peine de perte des exonérations en cas de contrôle URSSAF. De plus, attention, parce que je le vois, il s'agit de critères de modulation et non pas de critères d'exclusion. Donc, impossible de dire que la prime sera de 0 pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 mois. Le seul critère d'exclusion que vous pouvez rencontrer, c'est celui que je vous ai donné avant, à savoir l'employeur qui décide que la prime PPV sera donnée aux salariés dont la rémunération, par exemple, est inférieure à 4 000 € et de fait exclut les autres. Voilà en ce qui concerne la prime PPV. Je vais un petit peu vite parce qu'on a pris du retard auparavant. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans le chat et j'y répondrai volontiers. Déblocage anticipé et exceptionnel de l'épargne salariale.
nous connaissons déjà un certain nombre de cas de déblocage anticipé de l'épargne salariale lorsqu'il y a un mariage, naissance, divorce, acquisition d'une résidence principale. Il y en a quelques-uns comme ça. Et bien là, la prime pouvoir d'achat nous a la prime, pardon, la loi pouvoir d'achat, excusez-moi, nous a donné un nouveau cas de déblocage exceptionnel de l'intéressement et de la participation pour les salariés, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Donc il reste plus guère, mais c'est encore possible. De quoi s'agit-il? Ce sont les bénéficiaires de l'épargne salariale qui peuvent demander le déblocage exceptionnel de l'intéressement et de la participation des sommes bloquées avant le 1er janvier 2022 pour un montant maximum de 10 000 € net de prélèvements sociaux. Donc le bénéficiaire peut opérer ce déblocage exceptionnel pour, alors là je cite, pour financer l'achat d'un ou de plusieurs biens ou la fourniture d'une ou de plusieurs prestations de services. C'est très très large comme rédaction, mais en tout cas, les bénéficiaires peuvent débloquer leur participation. Il n'y a pas de justificatif de dépenses à produire à l'employeur. Néanmoins, le bénéficiaire sera obligé de tenir à disposition de l'administration fiscale les pièces justifiant de l'usage des sommes ainsi débloquées. C'est-à-dire que je ne peux pas débloquer mes sommes pour les replacer sur un produit financier. Je débloque pour acheter ou financer un bien ou une prestation de service. Quelles sommes peuvent être débloquées? Eh bien, on parle des sommes issues de l'intéressement et de la participation bloquées sur les plans d'épargne d'entreprise, PE, sur les plans d'épargne inter-entreprise, alors qu'en principe, ces plans ces sommes sont bloquées 5 ans, ou encore les sommes qui sont bloquées sur un compte courant lorsque l'entreprise n'a pas mis en place de participation alors qu'elle en remplissait les conditions. Donc là, ces sommes étaient bloquées jusqu'à 8 ans. Mais attention, je ne peux pas débloquer les sommes qui sont mises sur des plans de retraite à long terme. On est sur du PERCO, du PERO, du PERECO, et les droits affectés à des fonds investis dans les entreprises solidaires. Là, interdiction de débloquer. Et les sommes qui sont débloqués à hauteur de 10 000 € sont exonérés de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Voilà en ce qui concerne le déblocage. Maintenant, nous allons passer à un sujet qui devient de plus en plus important tant pour les entreprises que pour les salariés. Il s'agit des frais de transport domicile-lieu de travail. 3 dispositifs sont à notre disposition. Nous avons la prise en charge partielle et ou totale des frais d'abonnement au transport public ou au service de location de vélo, la prime transport ou le forfait mobilité durable. Donc, concernant le premier dispositif, à savoir la prise en charge des frais de transport aux abonnements de transport public ainsi que de location de vélo. Nous retrouvons l'obligation pour l'employeur de prendre au minimum 50% du prix des abonnements pour les déplacements réalisés entre les domiciles et les lieux de travail. Cependant, aujourd'hui, l'employeur peut prendre en charge plus de 50%, c'est-à-dire peut prendre en charge jusqu'à 100% des coûts de transport. Et cette prise en charge vient d'une tolérance administrative. Elle ne sera pas soumise à cotisation sociale. Un bémol, si la prise en charge est supérieure à 75%, le delta entre le montant pris en charge et les 75% de la dépense sont soumis à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est une obligation pour l'employeur de prendre minimum 50%. Par contre, il peut prendre beaucoup plus. Deuxième dispositif, il s'agit de la prime de transport. Donc cette prime est un dispositif facultatif qui permet à l'employeur de prendre en charge des frais de carburant ou des frais d'alimentation d'un véhicule électrique ou hybride pour les salariés dans le cadre de leur trajet de domicile de travail. La prise en charge doit être réalisée par une décision unilatérale de l'employeur. Il faut toujours formaliser les choses. Et quel est le régime social et fiscal de cette prime de transport? Alors, pour les années 2022 et 2023, cette prime est exonérée de cotisations et de contributions et d'impôts sur le revenu à hauteur de 400 € par an et par salarié pour les frais de carburant. Auparavant, c'était 200 € et à hauteur de 700 € par an et par salarié pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides. Auparavant, on avait une exonération à hauteur de 500 €. Donc là, on voit qu'il y a un relèvement des seuils d'exonération et nous rencontrons aussi un assouplissement, c'est-à-dire que cette prime était possible auparavant et était limitée aux salariés qui habitaient dans des communes non desservies par les transports publics ou qui étaient soumis à des horaires de travail atypiques
tels que le travail en équipe ou du travail de minuit. Eh bien, pour les années 2022 et 2023, la loi permet à l'employeur de verser plus largement cette prime de transport à l'ensemble du personnel, à l'exclusion, bien sûr, attention, hein, des salariés logés sur site ou qui bénéficient d'une voiture de fonction. Aussi à titre exceptionnel, et ce jusqu'en 2023, l'entreprise a la possibilité de cumuler 2 dispositifs. C'est-à-dire que vous pouvez cumuler le remboursement du transport public à hauteur de 50 voire plus, et la prime de transport qu'on vient de voir. Alors, ça concerne essentiellement le salarié qui va prendre sa voiture depuis chez lui, qui va aller à la gare, et qui là de la gare va prendre le train pour venir à l'entreprise, voire le tram derrière. Donc là, on peut cumuler les 2 dispositifs, mais vraiment de façon exceptionnelle, et ce jusqu'en fin 2023. Dernier dispositif, il s'agit de la prime de mobilité durable, alors toujours dispositif facultatif, hein, qui permet à l'employeur de prendre en charge les frais de déplacement domicile lieu de travail, qui réalise via des moyens dits de locomotion propres, à savoir, nous sommes sur du vélo, du covoiturage, de l'autopartage. Nous retrouvons toujours le même formalisme, à savoir une DUE ou un accord d'entreprise, voire un accord de branche. C'est pareil, là, la loi relève le plafond d'exonération sociale et fiscale pour l'année 2022 et 2023 à hauteur de 700 € par an et par salarié au lieu de 500 € auparavant. Et ce forfait, on va peut-être passer à la slide suivante, là, s'il te plaît. Ce forfait est aussi cumulable avec la prise en charge des transports publics. Et là, on a aussi des limites qui sont différentes, à savoir que si je cumule forfait mobilité durable plus remboursement de 50%, eh bien, j'ai un montant maximum cumulé à hauteur de 800 €. Heu, donc là, on vous a fait un petit slide des différents dispositifs. Je dois vous avouer que, ces dispositifs, il faut vraiment si vous souhaitez les mettre en place, il faut vraiment se poser, autour d'une table et voir ce qui convient le mieux à vos salariés. Et comme vous pouvez le voir, c'est hyper complexe en termes de cumul et de limites d'exonération. Donc là, je vous propose, de vous faire accompagner sur ce sujet, et surtout sur le formalisme, parce que comme d'habitude, si le formalisme n'est pas respecté, si les salariés ne sont pas informés correctement, pardon, eh bien, en cas de contrôle URSSAF, la sentence tombera, hélas. Voilà en ce qui concerne la participation des, des frais au transport. Maintenant, nous allons passer sur le dispositif d'exonération des heures supplémentaires. Là, c'est pareil, deux nouveautés dans la mesure. Heu, le principe depuis 2019, hein, les rémunérations des heures supplémentaires et des heures complémentaires étaient exonérées de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 5 000 € par an et par salarié. Eh bien, ce seuil a été, revu à la hausse, à savoir que le seuil est passé de 5 000 € à 7 500 € net, correspondant environ à 8 037 € brut, d'exonération de cotisations sur les heures supplémentaires et complémentaires réalisées par les salariés à compter du 1er janvier 2022. On attend encore un peu de texte sur ce sujet, puisqu'on a encore des questions concernant les heures qui ont été faites avant 2022, mais qui ont été payées en 2022. Donc là, on attend encore un peu de texte sur le sujet. Deuxième sujet sur les heures supplémentaires, slide suivant, il s'agit de la déduction forfaitaire patronale. À savoir que jusqu'au 30 septembre 2022, toutes les entreprises de moins de 20 salariés bénéficiaient d'une déduction forfaitaire pour les heures uniquement les heures supplémentaires, ainsi que pour les heures travaillées quand on est sur du forfait jour, 218 jours. Elles bénéficiaient d'une déduction forfaitaire d'1,50 € par heure réalisée. Eh bien, à compter du 1er octobre, cette déduction est étendue aux entreprises de moins de 250 salariés et le montant des déductions forfaitaires pour les nouveaux bénéficiaires est de 50 centimes d'euros par heure supplémentaire payée. Donc voilà, il s'agit de la deuxième mesure. Je vais passer au dernier slide. Je vais faire un peu vite, hein, je suis désolée. Il s'agit des avantages sociaux accordés aux salariés. Donc là, les chefs d'entreprise ont à leur disposition un certain nombre de mesures permettant de donner du pouvoir d'achat à leurs salariés, en bénéficiant d'exonérations sociales et fiscales. Nous retrouvons, dans un premier temps, les titres restaurants. Pour rappel, je pense que vous les connaissez, hein, le principe consiste en la prise en charge conjointe entre l'employeur et le salarié du prix du ticket restaurant, permettant aux salariés de prendre ses repas à l'extérieur de l'entreprise.
Donc la prise en charge est exonérée de cotisations sociales et fiscales, sous réserve de respecter 2 limites. La contribution patronale doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur, et la contribution ne doit pas excéder un plafond qui est depuis le 1er septembre 2022 de 5,92 €. Depuis le 1er septembre 2022, nous avons aussi 2 nouveautés, à savoir que les salariés, maintenant, ont la possibilité d'utiliser les titres restaurants pour l'achat de produits alimentaires, et ce jusqu'au 31 décembre 2023, alors qu'auparavant, les titres restaurants permettaient de régler les préparations alimentaires directement consommables. On était sur du sandwich, du plat cuisiné, et tout ce qui concerne cette restauration rapide, allons-nous dire. Et nous avons un relèvement du plafond journalier d'utilisation. Alors le plafond qui fait l'effet yo-yo, hein, on était à 25, on est passé à 19. Et bien alors, on revient à 25 € par jour d'utilisation depuis le 1er septembre 2022. Deuxième dispositif, les chèques vacances. Je ne sais pas si vous en avez dans votre structure, mais il s'agit d'un dispositif qui existe depuis longtemps. Mais je tenais à vous le rappeler. Concrètement, les chèques vacances sont conjointement financés entre l'employeur et le salarié. Ils permettent aux salariés de régler des prestations liées aux loisirs, aux vacances. On est sur de l'hébergement, de l'activité culturelle, entre autres. Donc, on est sur des chèques qui sont dématérialisés ou non, d'une valeur faciale allant de 10 à 60 €. Et la participation du salarié est fonction de la rémunération et du nombre de parts du foyer fiscal. Quels sont les avantages des chèques vacances? Eh bien là, on se positionne essentiellement dans les entreprises de moins de 50 salariés, où là, on a une exonération des charges sociales, hors CGCRDS et versement transport, et des charges fiscales dans la limite de 460 € par an et par bénéficiaire. Attention, aucune exonération, par contre, dans les entreprises de plus de 50 salariés. Autre dispositif, les chèques cadeaux et les bons d'achat. Donc là, ils doivent être remis pour un événement particulier à l'occasion de cet événement, et ils sont exonérés de cotisations sociales dans la limite de 171 € par an et par salarié. Ce dispositif est ouvert aux dirigeants salariés. Un esprit sain dans un corps sain, l'employeur a la possibilité aussi de mettre en place ou de proposer aux salariés des équipements sportifs, sans pour autant avoir à gérer un avantage en nature et payer des cotisations sociales. Donc là, par contre, il y a pareil, des choses à respecter. La mise à disposition d'équipements doit être à usage collectif, c'est-à-dire que l'employeur peut louer par exemple une salle de sport pour l'ensemble de ses salariés ou acheter du matériel pour l'ensemble de ses salariés. Attention, on a toujours des limites annuelles d'exonération qui sont pour les équipements sportifs de 171 € par an et par salarié. L'employeur a aussi la possibilité de financer des cours collectifs, des compétitions de nature sportive. Attention, hein, je ne peux pas financer, moi aussi je peux le financer, par contre je ne serai pas exonéré de cotisation, par exemple un abonnement individuel à un cours collectif. Voilà, en ce qui concerne les activités sportives, nous avons encore 2 autres mesures et j'en ai terminé. L'avant-dernière mesure concerne les services d'aide à la personne et des gardes d'enfants. À savoir qu'un employeur, s'il le souhaite bien entendu, hein, heu, a la possibilité de donner accès à des services à la personne ou de financer la garde d'enfants hors domicile de ses salariés. Donc, l'aide est attribuée soit sous forme d'aide financière directement versée aux bénéficiaires ou préfinancée par un CESU. Pour l'employeur, exonération de cotisations sociales dans la limite d'un plafond annuel qui est de 2 265 € par an et par bénéficiaire au 1er janvier 2022, et l'employeur bénéficie d'un crédit d'impôt à hauteur de 25 % des aides versées. Pour le salarié, l'aide est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 2 265 € aussi par an et par bénéficiaire. Donc c'est un dispositif qui n'est pas très connu, par contre qui a le mérite de pouvoir faire bénéficier aux salariés d'aides qui sont exonérées dans des limites relativement conséquentes. Et pour en finir, les frais de crèche. Alors de quoi parlons-nous? Le principe est pour l'employeur de réserver un certain nombre de berceaux pour les enfants de ses salariés. Donc, il s'agit d'une subvention qui sera versée directement à la crèche, exonérée de cotisations sociales, à condition qu'elle relève toujours du caractère collectif et qu'elle n'ait aucun lien avec un avantage tarifaire pour un salarié identifié.
Cette mesure permet à l'entreprise d'être différenciée à l'embauche, chose qu'on recherche beaucoup aujourd'hui, de fidéliser et de réduire le turnover. Elle encourage bien sûr le retour au travail après un congé maternité ou un congé parental, et elle peut aussi donner une image de l'entreprise socialement responsable. Le coût pour l'entreprise est maîtrisé puisque l'employeur, le coût est pris à hauteur de 77 € par l'État. Et pour le salarié, ce dispositif permet un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle avec une réduction du stress au travail. Donc voilà l'ensemble des dispositifs qui peuvent être intéressants en termes d'exonération de cotisations sociales. Je vous rappelle que nous sommes sur du dispositif qui est collectif et comme tout dispositif collectif et facultatif, la mise en œuvre nécessite la rédaction soit d'un accord, soit d'une décision unilatérale de l'employeur, sous peine de redressement URSSAF. J'en ai terminé, j'ai fait un peu vite, je passe la parole à Alexandra. Merci, excusez-moi, je m'étais mutée pendant ces quelques heures, enfin ces quelques minutes. Je vais donc vous présenter toute la partie juridique et un petit peu de points d'actualité ou d'observation de notre part. Très bien. Donc, on commence par la création du registre national des entreprises. Peut-être en avez-vous entendu parler, le RNE, qui a été institué par l'ordonnance du 15 septembre 2021 et qui va remplacer le registre du commerce et des sociétés pour la plupart des entreprises. Les entreprises devront s'immatriculer à compter du 1er janvier 2023 et renseigner, comme elles le faisaient au préalable auprès du RCS, les informations et pièces qui les concernent. Donc, pour rappel, la loi Pacte de 2019 déjà avait substitué aux différents CFE un guichet unique électronique qui a été attribué à l'INPI avec création d'un registre dématérialisé des entreprises qui va centraliser les informations les concernant. Donc tout ça, bien sûr, est dans un objectif de simplification au départ et de dématérialisation. Les entreprises tenues de s'immatriculer auprès du RNE sont les personnes qui sont actuellement tenues de s'immatriculer au RCS, les personnes qui exercent une activité artisanale ou agricole, celles qui ont une activité économique régulière et professionnelle, et ainsi notamment les activités libérales, et enfin les entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement stable en France. Vont ainsi disparaître au 1er janvier avec un arrêt de traitement de formalité dès à présent, le répertoire des métiers qui était géré par les chambres des métiers et de l'artisanat, du registre de l'agriculture, géré par les chambres d'agriculture, et enfin du registre national du commerce et des sociétés, qui centralisait le RCS et qui va désormais être géré par l'INPI. Sont néanmoins maintenus le RCS en lui-même, le registre spécial des agents commerciaux, celui sur les EIRL, qui reste géré par les greffiers des tribunaux de commerce. Et sont maintenus est également maintenu le répertoire Sirène qui est tenu par l'INSEE. Il y aura soit une simple immatriculation au RNE, soit une double immatriculation au RNE. L'immatriculation unique concerne les personnes dont le registre disparaît, c'est-à-dire chambre des métiers, chambre d'agriculture, ce qu'on disait au slide précédent. Et vous aurez une double immatriculation pour les registres maintenus, RCS, registres spéciaux et Sirène. Les données à transmettre en RNE sont exactement celles qu'il fallait transmettre préalablement au RCS, c'est-à-dire l'ensemble des informations, actes et pièces actuelles. Les documents comptables déposés au greffe du tribunal de commerce pour le dépôt des comptes, l'extrait de résolution d'affectation de résultats, les comptes, etc. Les informations qui sont relatives aux bénéficiaires effectifs. Attention, désormais, la transmission d'indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification ou d'une radiation au RNE sera punie d'une amende de 4 500 € et d'un emprisonnement de 6 mois. Toutes les données figurant au RNE seront en accès libre à destination du grand public. Peut-être en avez-vous déjà
eu un aperçu ces derniers temps sur certains sites qui reprennent les données qui sont d'ores et déjà en fait inscrites auprès de l'INPI. Donc, tout est en accès, sauf les documents comptables qui vont être couverts par une déclaration de confidentialité. Attention, la déclaration de confidentialité, c'est un grand principe, mais ça n'est pas pour tout le monde et pas pour toutes les entreprises. Il y a pas mal d'exceptions. Et enfin, pour les personnes physiques, seuls les noms d'usage, pseudonyme, prénom, mois, année de naissance, etc., seront divulgués. Les inscriptions et dépôts au RNE vont être effectués par l'intermédiaire du guichet unique électronique, c'est-à-dire qu'il n'y aura a priori plus aucun dépôt ou formalité sous format papier, ni sous format dématérialisé tel qu'on pouvait le pratiquer sur Infogreffe. On vous a mis une petite réserve. Grosso modo, actuellement, c'est un petit peu la panique. L'INPI, les CFE et les greffes des tribunaux de commerce, et notamment Infogreffe, se contredisent. Personne ne sait vraiment ce qu'ils vont pouvoir faire ou ne pas faire et dans quel sens et comment ça va s'organiser au 1er janvier. Jour après jour, semaine après semaine, ça se précise, mais c'est un petit peu encore la pagaille. Et il va y avoir il y a des échanges actuellement avec le ministre de l'économie, avec l'ordre des experts comptables qui se sont saisis de la question parce qu'on est très ennuyés pour nos clients. Les paiements ne pourront se faire que sur saisie sur le site de l'INPI. Pour ceux qui seront inscrits sur le site de l'INPI et les clients qui souhaitent réaliser leurs formalités ou leur dépôt de compte séparément, ils devront créer leur compte et payer via leur numéro de carte bleue. Pour ceux qui ont beaucoup de dépôts, l'idéal est de créer un compte administrateur, d'avancer des frais. L'avance minimale est de 500 € et d'alimenter au fur et à mesure jusqu'à épuisement du compte, puis de le recharger. On peut déjà vous dire, attends, il faut que tu reviennes en arrière, pardon. La saisie est très fastidieuse, beaucoup plus compliquée que sur le site d'Infogreffe. C'est pas très, très fluide pour le moment. Le site n'est toujours pas pleinement opérationnel, même si on est obligé de saisir pas mal d'opérations déjà dessus. Certains dépôts ou formalités demeurent impossibles aujourd'hui à saisir. Et nous espérons une accélération de cette mise en place et de ce guichet unique qui est censé nous simplifier la vie à tous. On a souhaité faire un petit focus sur la notification des agréments en cas de cession de titre parce que le formalisme est assez strict et on a beaucoup de jurisprudence ces derniers mois sur le sujet. Donc, vous voulez appeler votre attention, une cession n'est pas un acte facile, jamais, et le formalisme est très, très lourd. Donc, aujourd'hui, lorsqu'une cession est soumise à agrément, essentiellement pour les SARL ou éventuellement dans les SA et SAS, en fait, on est obligé de faire une notification du projet de cession avec les modalités de prêt à chacun des associés ainsi qu'à la société en question. Pour les SARL, si l'agrément est prévu dans les statuts, ça reste une mesure qui protège les associés. Cette règle est d'ordre public. Il ne peut en aucun cas être passé outre cette notification à peine de nullité de l'opération. Cette notification doit être préalable à la réalisation de l'opération et préalable à l'agrément donné en assemblée générale. Et l'auteur de la demande d'agrément est très souvent le cédant, bien évidemment. En général, on a des précisions dans les statuts des SARL, mais ce n'est pas forcément le cas. Et s'il appartient effectivement au cédant de présenter cette demande et qu'il ne l'a pas faite, il ne peut même pas se prévaloir de l'absence d'agrément pour prétendre que la cession n'a pas pu se réaliser. Et le cédant peut même être tenu à une garantie d'éviction pour émission des formalités d'agrément de l'acquéreur. Donc voilà, il faut être très très attentif sur ce point-là. Les destinataires, donc dans la SA ou la SAS, essentiellement la notification doit être adressée à la société. Éventuellement dans les SAS, vous pouvez avoir des dispositions qui imposent la notification aux autres associés. Et dans les SARL, le projet de cession doit être notifié à la société, à chacun des associés. Pour ceux qui ont quelques sociétés dans lesquelles on peut avoir une cinquantaine facilement d'associés dans une SARL, c'est très, très, très compliqué. Le contenu de cette demande d'agrément pour les SA, c'est les noms, prénoms et adresses de l'acquéreur, le nombre d'actions et le prix offert. Dans les SARL, en règle générale, les statuts imposent également le même formalisme.
La forme de la notification et la demande d'agrément est également contraignante. C'est soit par acte extrajudiciaire, donc par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Et notre focus concerne tout particulièrement cet arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 21 septembre 2022, qui a été rendu à propos d'une notification, cette fois-ci de congé de bail d'habitation, et qui est transposable aux notifications de cession. En l'occurrence, la Cour de cassation nous dit qu'il ne suffit pas que la notification soit donnée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle doit avoir été remise à son destinataire. C'est-à-dire qu'une notification ne peut pas être valable si le recommandé n'est pas réceptionné par son destinataire et si le courrier revient avec un pli avisé non réclamé. Voilà notre problématique majeure. Nous avons également souhaité faire un focus sur la réforme du statut de l'entrepreneur individuel et la création d'un patrimoine d'affectation à l'allemande, qui n'était pas du tout la règle en droit français. Donc, vous avez un nouveau statut juridique de l'entrepreneur individuel qui est désormais protégé dans son patrimoine personnel, son patrimoine professionnel étant complètement séparé. Grosso modo, on en revient plus ou moins au système de l'EIRL qui n'a pas eu un franc succès. La loi à retenir est celle qui est en faveur de l'activité professionnelle indépendante du 14 février 2022, qui est entrée en vigueur le 15 mai. Elle définit l'entrepreneur individuel comme une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Donc, vous avez une protection du patrimoine privé de l'entrepreneur individuel, une distinction à la fois du patrimoine professionnel et du patrimoine privé, et une distinction qui est applicable de plein droit et sans aucune formalité, ce qui était contraignant auparavant. On vous a fait quelques petits cadres qui nous semblaient un petit peu plus synthétiques. Avant la loi, l'affectation en fait, du patrimoine était limitée au patrimoine non affecté, à la résidence principale, aux biens immobiliers non affectés à usage professionnel et qui faisaient l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité. Et depuis le 15 mai 2022, il n'y a plus aucune formalité à réaliser pour protéger le patrimoine personnel. Le patrimoine professionnel est le seul gage des créanciers professionnels. Le patrimoine professionnel est composé des biens, droits, obligations, sûretés qui sont les seuls utiles à l'activité professionnelle. Et la protection s'applique aux entreprises existantes et à venir. Attention, l'entrepreneur peut toujours constituer une société unipersonnelle, type EURL pour une activité commerciale, EARL pour une activité agricole ou SASU, qui est une personne morale qui va être dotée d'un patrimoine propre et qui va être le seul gage des créanciers sociaux. Les biens utiles actuellement dans le patrimoine professionnel, à titre de précision, sont bien évidemment le fonds de commerce ou fonds artisanal ou fonds agricole, qui est une notion un petit peu en cours d'éclaircissement du point de vue agricole, et le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral. Vous avez également les biens meubles, marchandises, matériel, outillage qui sont nécessaires à l'activité, les moyens de mobilité pour les activités itinérantes, telles que la vente, la prestation à domicile, les activités de transport ou de livraison. Sont également des biens utiles, les biens immeubles qui servent à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel qui serait utilisée pour un usage professionnel. Donc typiquement son bureau, ou qui serait au bas de la maison, ou les terres agricoles également. Vous avez également enfin les biens corporels, les brevets, licences, marques, dessins et modèles, et plus généralement tous les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne. Sont également utiles les fonds de caisse, toutes les sommes en numéraire qui sont conservées sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, celles qui sont inscrites au compte bancaire dédié à l'activité, donc voilà, normalement vous avez toujours deux comptes séparés, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes de l'activité. Sur les obligations comptables en matière suite à cette réforme de l'entrepreneur individuel. Le patrimoine professionnel qui va être pris en compte, c'est l'ensemble des éléments qui sont enregistrés au titre des documents comptables
avec une présomption d'affectation, sous réserve qu'il soit régulier et sincère et qu'il donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Donc, des obligations comptables classiques en soi, hein. Deuxièmement, une rémunération qui soit liée à l'activité professionnelle indépendante et cette rémunération sera présumée comprise dans le patrimoine personnel. Vous avez un droit de gage des créanciers. Seuls les biens qui vont être affectés à l'activité professionnelle vont constituer ce gage des créanciers. Par exception, le droit de gage de l'administration fiscale et des organismes sociaux peut s'étendre au patrimoine professionnel. Dans deux hypothèses. Un, dans l'hypothèse de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Et deuxièmement, pour le recouvrement de la taxe foncière qui serait afférente à des biens utiles à l'activité professionnelle et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont l'entrepreneur ou son foyer fiscal est redevable. Enfin, vous avez une renonciation possible sur demande écrite d'un créancier pour un engagement spécifique. Donc attention, vous avez un formalisme très particulier, un acte de renonciation qui doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et qui doit être signé et daté par les deux parties. Vous avez une renonciation possible uniquement après un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Le statut fiscal de l'entrepreneur individuel, il est de plein droit à l'impôt sur le revenu, mais réforme extraordinaire, il peut opter désormais l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés comme pour une société. Attention, comme pour une société, cette option est irrévocable et elle doit être exercée dans les 3 mois du début du nouvel exercice ou au moment de la déclaration d'activité. Vous ne lirez pas 3 lois, hein, ces 3 mois, hein. Enfin, une petite mesure pour contenir la hausse des loyers commerciaux, donc qui est issue de la loi du 16 août 2022. Vous avez 3 choses à retenir. 1, le plafonnement de la hausse de l'indice des loyers commerciaux, ou ILC, à 3,50% par an. Deuxièmement, ça concerne la révision des loyers applicables aux PME, c'est-à-dire les sociétés qui ont moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, un total de bilan à 43. Les périodes concernées sont les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 3e trimestre 2023. Donc, ça commence au 1er mars 2022 et ça finit au 30 septembre 2023. Et voici pour la partie juridique et je laisse la parole à Paul et à Claire. Je vous remercie. Merci Alexandra. Alors concernant la consolidation, je voulais déjà vous informer que PKF Arcelane va bientôt mettre sur son site un illustratif pour l'annexe Conso French. Donc à notre connaissance, c'est le seul qui existe avec une mise à jour de la nouvelle réglementation ANC 2020-1. Donc je vous invite à aller faire un tour sur le site. Il y aura cette aide à la rédaction de l'annexe bientôt sur le site. Donc, la conso française a connu en fait une grande évolution l'année dernière avec un nouveau règlement. On va vous rappeler les points fondamentaux qui ont été appliqués donc, sur les premières clôtures de décembre 2021. Et en fait, il y a eu des interrogations forcément pour cette première application de la part de la CNCC, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, sur des difficultés d'application pratique. Et l'ANC, l'autorité des normes comptables, a explicité certaines dispositions qu'on va vous présenter justement avec Claire. Et pour certaines questions, ils ont renvoyé à plus tard, tout simplement. Et pour d'autres, ils ont précisé leur position. Et le dernier point qu'on va vous présenter, c'est les états financiers, et ça c'est très important, qui sont désormais prescriptifs et non plus indicatifs comme dans l'ancien règlement. Donc dans le prochain slide qui va arriver, on vous fait juste un rappel très rapide sur les méthodes comptables devenant obligatoires que vous voyez dans les 2 tableaux dessous. Et je vous fais juste un focus rapidement. Donc, les points vraiment saillants de ces méthodes comptables obligatoires sont donc désormais la comptabilisation des frais de développement et de recherche à l'actif, dès lors bien sûr que les critères d'activation sont remplis. Le crédit bail est désormais une méthode obligatoire à constater, donc bien sûr avec IMO emprunt dans les comptes de consolidation. Les coûts d'emprunt sont à étaler sur la durée de l'emprunt
et les opérations de cession-bail sont à éliminer. Voilà. Donc ça, c'est désormais des méthodes qui sont devenues obligatoires, déjà appliquées dans les exercices qui ont clôturé au 31/12/2021. Après, nous allons voir justement qu'il y a eu quelques dispositions qui ont changé. Donc, la méthode optionnelle est toujours maintenue sur les provisions de retraite. Donc, bizarrement, ça peut étonner, mais voilà, la provision de retraite n'est pas obligatoire dans les comptes conso françaises. Le deuxième point sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est les écarts de conversion. Désormais, la comptabilisation en PNL est interdite. Donc, je vous le fais rapide, mais la plupart des filiales étrangères constatent les plus-values réalisées en PNL et les plus-values latentes aussi en PNL. Et désormais, ils doivent appliquer les règles françaises avec le système que vous connaissez tous, des écarts de conversion actif-passif. Et donc, désormais, c'est cette réglementation qui doit être constatée dans les comptes conso. Et donc, il n'y a plus d'impact en résultat, en tout cas sur les plus-values latentes. Et il y a une préférence qui a été supprimée. C'est auparavant, ça concerne essentiellement enfin, donc les contrats à long terme, la promotion immobilière, ce type de secteur. La préférence auparavant était la méthode à l'avancement, pour constater la marge à l'avancement. Et désormais, vous pouvez choisir entre l'avancement et l'achèvement. Voilà les points saillants de l'ANC. Et Claire va vous présenter justement les problématiques qui ont été soulevées par le courrier de l'ANC. Bonjour à tous, merci Paul. En effet, maintenant, vu que ça fait déjà depuis le 1er janvier 2021 que la nouvelle réglementation est appliquée, donc on a déjà 1 an de recul. Du coup, la CNCC, grâce à cette année de recul, a questionné l'ANC sur des problématiques, notamment liées à la suppression de la référence explicite de la prédominance de la substance sur l'apparence, le traitement comptable de certains éléments du bilan et notamment les subventions, et la présentation des états de synthèse. L'ANC a répondu quand même que, en toile de fond, l'objectif c'était de se rapprocher des comptes statutaires et qu'il y ait de moins de divergences possibles. Et les seuls traitements divergents liés à la conso sont spécifiquement traités dans l'ANC. Si ce n'est pas traité dans l'ANC, c'est que c'est les comptes statutaires qui s'appliquent. Alors spécifiquement sur la distinction entre les dettes et les capitaux propres, on peut reclasser certains emprunts qui sont non remboursables à l'initiative du prêteur ou qui ne prévoient pas une rémunération obligatoire, même en cas de bénéfice insuffisant. Ces emprunts-là peuvent être reclassés en capitaux propres. Deuxième sujet, la création d'une holding sans activité nouvelle en cas de LBO en 99-02. Si c'était les mêmes actionnaires avant et après, c'était pas traité comme une acquisition juridiquement, donc on n'avait pas à calculer d'écart d'acquisition. Dorénavant, vu que ce sujet-là n'est pas spécifiquement traité par l'ANC, c'est le juridique qui s'applique avec la suppression de la prédominance de l'apparence sur la substance. Et donc, c'est un traitement juridique, une acquisition et donc un calcul d'écart d'acquisition. Là, l'ANC, pour le moment, n'a pas traité spécifiquement ce sujet, donc continue de faire ses travaux dessus et reviendra vers nous quand ils auront terminé. Autre sujet, les subventions d'investissement dans les comptes consolidés. Ce n'est pas un sujet spécifiquement traité par le nouveau règlement. Dans ce cas-là, il nous renvoie au PCG. Le PCG dit les subventions d'investissement peuvent être soit comptabilisées directement en résultat, soit étalées en capitaux propres, comptabilisées en capitaux propres et étalées en résultat. Donc, en aucun cas, maintenant, ça ne doit passer par les produits constatés d'avance comme à 99,02. Quelle que soit l'option, celle qui est prise doit être évidemment homogène pour l'ensemble des entités du groupe. Se posait la question des subventions acquises avant le 1er janvier 2021 et donc qui étaient souvent reclassées en produits constatés d'avance en conso. Et cette nouvelle réglementation qui fait qu'ils sont souvent reclassés en capitaux propres, ce qui est quand même l'option souvent prise par les groupes. Donc, on avait 2 présentations qui se chevauchaient. Là, l'ANC a dit, bon d'accord, on peut tous reclasser en capitaux propres pour que ce soit plus lisible par les lecteurs.
S'ensuit du coup la problématique sur la slide d'après, s'il vous plaît, que si c'est placé en capitaux propres, ça doit être sujet à répartition entre groupes et minoritaires. Et dans ce cas-là, comme ce n'est pas prévu spécifiquement dans la présentation de l'ANC, on peut rajouter une présentation, enfin une ligne autre dans les capitaux propres consolidés. Là, c'est en facial et dans le tableau de variation des capitaux propres consolidés, rajouter une colonne autre qui explique le reclassement entre subventions en compte statutaire et capitaux propres en compte conso. Ça, c'est une position qui a été confirmée par l'ANC. Ce que n'a pas encore confirmé l'ANC et pour lequel on attend une réponse, c'est la fiscalité liée à ce repositionnement en capitaux propres. Parce que la différence temporaire entre la base fiscale des subventions qui est passif sur le plan fiscal et capitaux propres sur le plan comptable génère donc une différence temporaire et donc un impôt différé passif. Et vu que ce sujet-là n'a pas été traité, soit vous appliquez et vous créez un IDP, soit vous ne le faites pas. Mais quelle que soit votre position, il faut la commenter et l'expliquer en annexe. Donc ça, c'était les points sur lesquels il y a certaines, on va dire, enfin, il y a des travaux de l'ANC qui vont apporter des réponses. Sur les points que nous allons aborder, les textes, enfin en tout cas l'ANC considère que les textes sont suffisamment clairs. Donc concernant la décomptabilisation des sorties d'actifs, c'est-à-dire que quand il y a des transferts de stocks, des stocks financés ou l'affacturage, donc un contrat confidentiel déclaré avec recours, sans recours, enfin tout ça c'est les notions sociales. Désormais, comme l'a dit Claire, on converge en consolidation vers le traitement qu'il y a dans les comptes sociaux. Donc, comme c'est écrit, l'analyse des contrats ne peut être différente dans les comptes individuels et les comptes consolidés. Ça peut avoir un impact significatif dans les comptes, parce qu'auparavant, dans l'ancien règlement, des fois, on déconsolidait justement ces contrats. Donc, désormais, on est en ligne avec les comptes sociaux. Le deuxième point sur lequel l'ANC considère que les positions sont claires, c'est la cession d'un actif suivi d'une location simple. Auparavant, dans l'ancien règlement, quand il y avait ce type d'opération, on étalait la plus-value donc lorsque le bien était repris sous forme de location de crédit bail. Donc désormais, l'ANC, le texte a écrit que donc, si le nouveau bail remplit au moins une des trois conditions pour être assimilé à un contrat de crédit bail, le groupe doit comptabiliser l'opération selon les dispositions classiques. Une des trois conditions, c'est s'il y a une levée hautement probable, une levée d'options hautement probable, si la valorisation des paiements correspond à peu près à la valeur vénale du bien et si la durée du contrat correspond à la durée de vie du bien. Concernant le troisième point, c'est vraiment un point spécifique, mais bon, on attire votre attention là-dessus. C'est quand un groupe n'a pas pris l'option de comptabiliser les provisions retraite dans ses comptes conso et fait l'acquisition d'une filiale. Pour constater correctement l'entrée de cette filiale dans les comptes conso, on doit constater forcément tous ses actifs et tous ses passifs, et donc sa provision retraite. Et dans ce cas-là, le groupe va se retrouver avec une provision retraite sur la société acquise et pas de provision retraite sur le reste du groupe. Et donc, dans ce cas-là, il faut suivre de manière individuelle cette retraite et l'éteindre petit à petit, c'est-à-dire à chaque paiement sur le bulletin de paie des indemnités de retraite, faire une reprise de cette provision pour qu'elle tende tranquillement, rapidement, vers zéro. Alors ensuite, pour répondre aussi aux questions de la CNCC, l'ANC a redit que les modèles d'état financier prévus sont prescriptifs, ils ne peuvent absolument pas être modifiés, si ce n'est donc la ligne autre dans les capitaux propres pour traiter des subventions et la ligne une autre fonds propres pour traiter notamment des emprunts non remboursables dont on parlait tout à l'heure qui peuvent être reclassés dans cette ligne-là. Est-ce que du coup, on a possibilité d'adapter les modèles d'état financier? Certains groupes faisaient apparaître notamment l'EBITDA au compte de résultat en facial dès le premier état financier. Donc là, on ne peut pas. Les états bilan compte de résultat sont vraiment
prescriptif. Par contre, il est toujours possible de rajouter en annexe les agrégats souhaités, que ce soit l'EBITDA ou un autre, ou une autre présentation. Par contre, il faut absolument détailler les modalités de sa constitution. Qu'en est-il du crédit d'impôt recherche? En effet, certains groupes présentaient le crédit d'impôt recherche en haut de compte de résultat, en exploitation, alors que là, n'étant pas un sujet spécifiquement traité par l'ANC, il faut garder la position statutaire et donc le mettre en moins de l'impôt en conso. Donc là, pour des questions de comparabilité de ratio et pour être cohérent d'une année sur l'autre, l'ANC a accepté une période de transition de 3 exercices, donc jusqu'au 31/12/2023, de façon à ce que les groupes qui le mettaient en exploitation le laissent en exploitation jusqu'à cette date maximum. Voilà, après, il faudra vraiment le mettre en moins de l'impôt. Et cette possibilité doit évidemment être explicitée, expliquée dans l'annexe des comptes consolidés. Est-ce qu'il est possible de reclasser certains éléments d'exploitation à exceptionnels? Alors là, la notion d'exceptionnel est à analyser dans les comptes statutaires. Ce qui est exceptionnel dans les comptes statutaires ne l'est forcément pas ou pas forcément dans les comptes consolidés. Donc on pourrait reclasser de l'exceptionnel du statutaire vers de l'exploitation de comptes consolidés. L'inverse est évidemment beaucoup plus difficile à justifier. Et en tout état de cause, avec ce dont parlait Jean-Laurent tout à l'heure, de la modernisation des états financiers, la définition d'exceptionnel va être revue et donc nous imaginons que l'ANC va aussi revenir sur ce sujet-là. Quant aux frais d'émission d'emprunt, comme ce sont des frais d'émission d'emprunt, ça aurait plutôt un caractère financier, donc la CNCC a posé la question, est-ce que ça ne devrait pas plutôt être classé en résultat financier? L'ANC a répondu non, ça reste en exploitation, mais ça pourrait être revu dans le projet de modernisation des états financiers. Donc, concernant toujours les sujets qui sont clairs désormais, sur lesquels l'ANC a répondu, il y a un point spécifique, mais qu'il va falloir appliquer dans les comptes. Donc, je vous l'explique rapidement. Quand vous avez un groupe avec des filiales à l'étranger, forcément, vous avez des flux avec des devises. Et donc, pour pouvoir les faire cadrer, vous constatez justement des écarts de conversion pour que les devises soient uniformes. Mais en conso, ce qu'on fait, c'est qu'on annule le client et le fournisseur par réciprocité. Ils s'annulent au niveau du bilan, ils n'apparaissent plus. En revanche, la commission des études comptables a répondu que les éléments, on va dire, accessoires aux clients et aux fournisseurs, c'est-à-dire les écarts de conversion qui ont été constatés dans les comptes sociaux, doivent rester au bilan. Bon, la réponse est claire, va falloir l'appliquer. Donc, on aura dans le bilan conso, un client et un fournisseur qui vont disparaître par interco. En revanche, on va garder la provision pour perte de change, la dotation au compte de résultat de cet élément dans les comptes conso. Voilà. C'est un point spécifique. Alors, petit point, je vais faire rapide sur l'hyperinflation, car il n'y a pas eu de changement sur ce thème-là, mais c'est un thème d'actualité. Donc, il y a l'inflation en France, mais il y a l'hyperinflation dans un certain nombre de pays. Vous avez la liste en bas de ce slide-là. Voilà, les pays souvent cités, c'est l'Argentine, la Turquie, où beaucoup d'entreprises françaises peuvent avoir des industries ou avoir des sociétés de distribution dans ces pays-là. Et donc, l'hyperinflation, qu'est-ce que c'est? C'est un taux cumulé sur 3 ans supérieur à 100%. Et pour ce faire, les comptes sociaux de ces filiales, tous les éléments monétaires ont subi l'inflation. Le chiffre d'affaires, les clients, forcément les fournisseurs avec une hyperinflation sur les achats. Et donc tous ces éléments-là ne reflètent pas forcément la valeur économique. En revanche, les éléments non monétaires, comme ça peut être un immeuble, lui, reste en coût historique. Et donc, il va falloir retraiter ces éléments non monétaires que sont l'immeuble et donc les revaloriser. Et après, comme classiquement on le fait en conso avec les taux de change, on arrivera à à refléter correctement justement la valeur économique de cette filiale. Voilà. Donc,
pas de changement majeur sur l'hyperinflation, mais juste, voilà, vous allez sans doute être confronté sur certaines de vos filiales sur ce thème qui revient d'actualité. Et nous avons fini normalement le sujet de la conso, et donc on est à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions sur ces différents thèmes qui sont, voilà, c'est une grosse nouveauté. La conso française bouge beaucoup ces derniers temps. Et donc, je pense que la session prend fin. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et donc, Jean-Laurent, Valérie, Claire, Alexandra et Carole sont à vos dispositions par le chat ou par leur mail que vous voyez pour répondre à vos différentes questions. Et les supports vous seront transmis prochainement. Merci beaucoup. Merci pour Merci votre à tous. participation. Bonne journée.